Avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes, pas un week-end ne passe sans son lot de manifestations. Mais de manière quasi systématique, ce tableau fluo est complété par ce genre d'images. Des images très impressionnantes qui choquent de très nombreuses personnes, mais que tout le monde ne voit pas de la même manière. Il peut y avoir des blessés, mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Je trouve assez insupportable qu'on entend répression policière, alors que le seul blessé grave qu'on a eu aujourd'hui dans cette manifestation, c'est un policier. C'est un policier qui a pris un pavé en pleine figure. Alors oui, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre font régulièrement face à des situations complexes et des individus violents. Nous avons d'ailleurs largement documenté et relayé ce sujet et nous y avons été confrontés sur le terrain. Mais peut-on vraiment dire que les forces de l'ordre sont irréprochables ? Pour nous faire une idée, nous avons voulu confronter le travail des forces de l'ordre aux lois qu'elles doivent respecter. Alors nous avons contacté Aline Dayer. Elle est juriste et elle a longuement enquêté sur le travail des forces de l'ordre. Elle a rédigé L'Ordre et la Force, un rapport publié en 2016 par l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture. Nous lui avons montré des images tournées ces 6 derniers mois pour qu'elle nous explique ce que la loi en dit. Mais avant même de parler de violences policières, il y a déjà des comportements qui posent question. Par exemple, concernant le droit à l'image et l'identification des policiers et des gendarmes. Je suis juste en train de prouver que vous m'empêchez de faire mon travail. Mais c'est pas grave. Je voudrais bloquer un peu plus. Et monsieur, vous ne prenez pas en photo. Je ne vous donne pas l'autorisation. Mais on ne demande pas l'autorisation. Et la captation aussi, c'est interdit. Oh non. Tu effaces ça tout de suite. Attendez. Tu effaces ça devant moi. Je suis journaliste. Non, il est où? La liberté d'informer prime sur le droit à l'image des agents. Ça a été rappelé aux forces de l'ordre par une instruction du ministère de l'Intérieur de 2008 qui précise qu'il n'est pas nécessaire d'être journaliste et d'avoir une carte de presse pour filmer des membres des forces de l'ordre. Qu'en tout état de cause, il est interdit de supprimer des images, de réquisitionner un appareil de vidéo ou de photo et encore moins autorisé d'interpeller une personne pour ce fait. Le matricule apparent, c'est obligatoire par contre. Oui, monsieur. Je suis un ordre de ma hiérarchie, on les enlève. Ah ouais. T'inquiète pas, c'est filmé, c'est en tombe. Il est où votre brassard? Donnez-moi votre numéro RIO, monsieur, s'il vous plaît. Et toi, donne-moi ton nom. Donnez-moi votre numéro RIO, vous êtes obligé d'en porter un et de me le donner, monsieur. Le RIO dont il est question dans ces vidéos, c'est le référentiel des identités et de l'organisation. C'est en fait ce qu'on appelle dans le langage courant le matricule des forces de l'ordre. Matricule qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2014. Donc chaque gendarme et chaque policier en exercice doit porter un numéro de matricule, qui est un numéro à 7 chiffres, sachant que ce matricule est obligatoire que ce soit pour des agents en uniforme ou des agents en civil qui sont tenus de porter un brassard sur lequel le numéro est indiqué, ce qui aurait dû être le cas dans cette dernière vidéo. Très souvent, et notamment en cas de maintien de l'ordre, dans lequel les agents peuvent être soit partiellement cagoulés, soit en tout cas ils sont très nombreux et très difficile de les identifier. Le numéro de matricule est très souvent dans ces situations le seul élément qui permette de les identifier en cas de poursuite ou d'enquête éventuelle. Ces derniers mois ont montré que bien souvent, les forces de l'ordre s'opposent à la prise d'image ou dissimulent leur matricule. C'est d'autant plus préoccupant que ce sont bien souvent des images amateurs qui font émerger des cas de violence policière et sans RIO, les enquêtes ont bien du mal à aboutir. Quand on parle de violence policière, on fait souvent référence à un usage de la force que l'on juge démesuré ou injustifié. Mais justement, la loi suspend le recours à la force à un jugement, à l'analyse d'un contexte, une interprétation. Et c'est bien souvent là-dessus que le gouvernement s'appuie pour rejeter les accusations. La violence ne serait pas une science exacte, mais plutôt une question de point de vue. Il n'y a pas de répression du mouvement. Il y a une réponse des policiers qui est toujours proportionnée à des attaques et des agressions. Sauf qu'on va le voir, non seulement on peut parfois interroger cette proportionnalité, mais en plus ce n'est pas la seule condition qui encadre le recours à la force. Ce qu'il faut peut-être commencer par rappeler, c'est que la violence est par principe interdite. C'est par exception que les forces de l'ordre, en tant que dépositaires de l'autorité publique, ont le droit d'y recourir dans le cadre de leur mission. Dans la mesure où c'est une exception, ce recours à la force là est vraiment très
strictement encadré par un corpus de normes internationales et nationales. L'ensemble de ces règles-là rappellent 3 principes fondamentaux. Ce sont les principes de légitimité, de nécessité et de proportionnalité. Le principe de légitimité implique que tout usage de la force ne peut être utilisé que dans le but de remplir un objectif légitime. C'est-à-dire, par exemple, interpeller une personne qui vient de commettre une infraction, ou dans le cadre de manifestations, disperser des attroupements violents, etc. Le second principe, celui de la nécessité, implique que cette force doit être absolument nécessaire pour remplir l'objectif légitime. Donc ça signifie que on utilise la force seulement en dernier recours et qu'une fois que l'objectif est atteint, la force doit cesser, bien évidemment. Le troisième et dernier principe, c'est celui de la proportionnalité. L'usage de la force ne doit pas entraîner de dommages excessifs par rapport aux bénéfices qu'on espère en retirer. Selon ce principe, même dans l'hypothèse où on aurait un objectif légitime, où la force serait nécessaire, si dans ce cas, le seul moyen de force dont dispose un agent risque d'entraîner des dommages excessifs, l'agent doit renoncer dans ce cas de toute façon à utiliser la force. Bon alors, regardez. Par ailleurs, non, tout n'est pas qu'une question d'analyse du contexte. Il existe également des règles et des recommandations très précises sur la manière d'utiliser des armes. Alors on a énormément entendu parler du lanceur de balles de défense qui a fait couler beaucoup d'encre, mais cette fois, attardons-nous sur d'autres armes dites non létales, en commençant par l'une d'entre elles qui peut sembler assez banale, l'aérosol lacrymogène. Les aérosols lacrymogènes sont donc strictement encadrés. C'est une arme qui n'est absolument pas anodine en réalité. C'est d'ailleurs rappelé par la note du ministère de l'Intérieur qui encadre l'usage de cette arme. Note qui a été adressée au service de police en 2004. Aucune de ces images ne respecte les recommandations prescrites par cette note, même si ce ne sont que des précautions d'emploi et des indications, notamment dans la séquence où l'on voit des personnes qui sont à genoux, mains sur la tête, qui a priori ne semblent pas, d'après ces images, représenter un danger. La note du ministre de l'Intérieur rappelle à cet égard que l'usage des aérosols lacrymogènes est utilisé en priorité pour parer à une menace. Cette note précise par ailleurs que les aérosols lacrymogènes devraient théoriquement être utilisés par jet bref, d'environ 1 seconde, précise la note. Ça ne doit pas être des jets répétés et qu'il doit, dans la mesure du possible, être évité de l'utiliser à moins d'1 mètre de la personne. J'ajouterais même que la note précise que les forces de l'ordre sont tenues d'apporter les soins nécessaires à la personne après usage, notamment, et c'est précisé dans la note, rincer les yeux. Dans des situations particulièrement tendues, quand l'aérosol lacrymogène ne suffit plus, les forces de l'ordre peuvent aussi se servir d'une arme très dissuasive, la grenade de désencerclement. L'usage des grenades à main de désencerclement donc, est encadré par une instruction commune à la police et à la gendarmerie, instruction de 2014, qui rappelle d'abord la dangerosité de ce type d'arme. Les grenades à main de désencerclement doivent servir aux policiers, aux gendarmes, à s'extraire de situations dans lesquelles ils seraient encerclés ou pris à partie. C'est une grenade qui, en explosant, disperse dans toutes les directions 18 petits pavés en caoutchouc et qui provoque une détonation sonore très forte. Ces grenades-là doivent être lancées au sol, au ras du sol même, précise la note, et qu'elles doivent être lancées à la main. Pourtant, ces règles ne sont pas toujours respectées. Dans cette séquence, par exemple, on peut voir une explosion à peine 1 mètre au-dessus d'un groupe d'individus. Là. Alors si on regarde à nouveau la scène et qu'on la ralentit, on se rend compte qu'il s'agit d'une grenade à main de désencerclement qui suit une trajectoire en cloche. Dans cette autre séquence, on voit directement un policier lancer une grenade de désencerclement vers le haut. Dans des situations moins tendues qui ne justifient pas l'usage de grenades de désencerclement, on a plutôt l'habitude de voir les forces de l'ordre se servir de ça, le tonfa.
On voit sur ces séquences des membres des forces de l'ordre frapper, a priori, des manifestants avec un tonfa. Ce sont des armes, même si elles sont moins impressionnantes que celles dont on parle beaucoup ces derniers mois, des LBD, des grenades, etc. Elles n'en restent pas moins des armes qui peuvent blesser, y compris gravement. D'ailleurs, la Commission nationale de déontologie de la sécurité rappelait en 2009 les règles d'usage du tonfa, fixées par une note de service en 2002. Les bâtons sont des armes de défense et de dissuasion. Leur utilisation comme matraque est donc interdite. Autrement dit, le tonfa doit avant tout servir à parer des coups pour se protéger ou à immobiliser des individus, mais pas à les frapper. Bref, ce que toutes ces séquences tournées au cours des 6 derniers mois montrent, c'est qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Peut-être alors faudrait-il s'interroger sur la stratégie française du maintien de l'ordre. C'est justement ce que fait Jacques de Maillard, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Ce que l'on peut dire, c'est que pour les forces de l'ordre, c'était des manifestations complètement inédites, qu'ils ont eu beaucoup de mal à lire. Moins verticales, moins en négociation avec les autorités. Donc de ce point de vue-là, l'un des enjeux centraux pour les forces de l'ordre, ça a été de s'adapter à cette nouvelle donne. On peut dire qu'en gros, on a une première séquence jusque début décembre où les forces de l'ordre sont relativement immobiles et sont du coup débordées dans des endroits où elles sont peu présentes. Après, on a un deuxième temps avec très clairement une stratégie offensive, tant dans l'utilisation des armes à létalité réduite que dans les interpellations. Ce que l'on peut penser, c'est que la stratégie offensive, elle a eu pour effet pervers de durcir les relations. On l'a vu à un moment en mars où les violences policières, je reprends la terminologie des manifestants, se sont transformées en source de mobilisation. C'est-à-dire que ce qui unifie en définitive un collectif relativement hétérogène de manifestants à un certain moment, c'est les violences dont ont été l'objet des manifestants. Notre doctrine du maintien de l'ordre, qui trouve ses origines dans la première moitié du XXe siècle, est donc en train d'évoluer. L'expérience accumulée et les exemples de nos voisins européens peuvent d'ailleurs nous aider à mieux comprendre ce qui ne fonctionne pas et donc trouver des solutions. Il y a un premier enjeu, c'est un enjeu de communication. Comment est-ce que dans une manifestation, on arrive à communiquer avec les manifestants pour qu'ils comprennent la façon dont les forces de police agissent alors que vous avez de la fumée, alors que vous êtes dans une masse qui est un peu désordonnée. Et là, de ce point de vue-là, on a toute une série d'exemples étrangers, d'utilisation de grands panneaux lumineux qui permettent de prévenir les manifestants pacifiques de ce que la police est en train d'opérer. Un deuxième enjeu central, c'est qu'une manifestation, elle est faite de gens avec des motivations qui ne sont pas nécessairement les mêmes. On l'a très bien vu avec les Gilets jaunes. Certains viennent avec des objectifs violents, d'autres viennent pour manifester pacifiquement. Et de ce point de vue-là, un enjeu central, et qui est, j'en lis pas la complexité pour les forces de l'ordre, c'est de communiquer pour éviter que la foule se coalise, se solidarise avec les gens qu'on interpelle, donc à arriver à justifier son interpellation. Ce qui conduit à un troisième point, c'est la mobilité des forces de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est d'abord une logique hiérarchique qui est extrêmement verticale et qui prend du temps. Et de ce point de vue-là, un enjeu central, c'est comment on combine cette logique hiérarchique qui permet d'éviter les erreurs, qui permet d'éviter l'usage excessif de la force et la rapidité d'intervention. Et ça, c'est un chantier absolument fondamental pour les forces de l'ordre à l'avenir.